Ok, merci beaucoup. Alors, j'interviens beaucoup, je fais pas mal de formations, mais j'ai certainement pas votre voix. Donc j'espère que la mienne arrivera à tenir et que vous arriverez à m'entendre à peu près correctement. On n'a pas de... Voilà, l'auditorium n'est pas sonorisé, mais il n'y a probablement pas besoin non plus de le faire. Donc on va voir si ça tient. Merci pour votre invitation. L'occasion de pouvoir rencontrer tous les publics possibles. Et alors les publics de physiciens sont particulièrement intéressants parce qu'on va voir que l'intelligence artificielle, une partie de l'intelligence artificielle, n'est pas tout à fait dans la culture de l'approche que l'on a en physique traditionnellement. Et donc là, on a des échanges assez intéressants en général. J'étais il n'y a pas très longtemps invité par l'Institut de la physique au CNRS. Et effectivement, j'ai pu mesurer qu'il pouvait y avoir comme ça des manières différentes d'appréhender les choses du monde, on va dire. Et entre la manière traditionnelle en physique et en intelligence artificielle, bon, c'est pas très traditionnel en intelligence artificielle, c'est trop récent, mais on a quand même des différences un petit peu de manière d'appréhender les choses, mais pour un résultat commun. Donc, de toute façon, ça va bien se passer. Alors oui, je coordonne également une formation. Alors, j'en fais la promotion parce que ça peut vous intéresser. Donc, FIDLE, c'est un acronyme, une formation d'introduction au deep learning. Donc, c'est gratuit, c'est libre, c'est porté par le CNRS et donc le MIAI Cluster. Il n'y a pas d'inscription, hein, c'est disponible directement sur YouTube. Vous pouvez récupérer donc, les vidéos, vous pouvez récupérer les supports PDF, vous pouvez récupérer tous les environnements de travaux pratiques qui sont proposés aussi. Donc voilà, donc si vous allez sur YouTube et vous tapez FIDLE, F-I-D-L-E, F-I-D-L-E, CNRS, en principe vous allez tomber sur la chaîne, le site web, etc. quoi. C'est à peu près indexé correctement. Voilà, alors un mot sur la formation, il y a une première partie qui est plutôt une partie d'acculturation en général, et puis une deuxième partie qui est beaucoup plus technique, où là on va faire fonctionner des réseaux de neurones et des choses comme ça, quoi. Donc il y a vraiment voilà, il y a un petit peu pour tous les publics. Ok, alors on va commencer par parler un petit peu de science et sur les différentes manières de faire de la science. Alors, je ne vais pas avoir le bras très long, si ça arrive à être visible. La première manière avec laquelle on faisait... Alors ça, vous le savez mieux que moi, hein, quelque part. Première méthode scientifique, c'était de manière totalement expérimentale, hein, depuis la nuit des temps. On essaye de faire des choses, et puis quand ça se passe bien, on en garde la pratique. Et puis quand ça se passe moins bien, on essaye d'adapter, de faire autrement. Et c'est comme ça qu'on a construit, en Occident en tout cas, des cathédrales et tout un tas de choses très complexes finalement, sans avoir de modèle numérique derrière, quoi, hein, de manière totalement empirique, et ça se passe très bien. Après, on a eu une deuxième période où quand les mathématiques ont commencé à se développer, on a pu s'appuyer sur des outils mathématiques pour modéliser des comportements, alors les forces par exemple avec Newton, et de cette manière-là, sans devoir faire des expériences, on était capable d'imaginer, enfin de prévoir, pas d'imaginer, mais de prévoir comment les choses allaient se passer. Et voilà, ça c'est la physique classique, la physique, la mécanique, toutes nos sciences. Alors ça va il n'y a pas que Newton, il y a le magnétisme, enfin il y a tout. Et ça a permis d'aller beaucoup plus loin, de faire des choses beaucoup plus complexes et de manière beaucoup plus déterministe. Et puis il y a une troisième période qui s'est enclenchée derrière, qui découle de la première, c'est-à-dire qu'on avait les équations, c'est très bien, mais il faut encore faire des calculs. Et faire des calculs avec des tables de logarithmes, ce n'était pas ce qu'il y avait de plus passionnant et de plus pratique. Et à partir des années 50, on va dire, on a commencé à avoir des ordinateurs qui tenaient la route. Et à partir de ces équations, on a pu faire de la modélisation, on a pu faire des maillages, on a pu faire des choses, de la simulation, on a pu faire des choses beaucoup plus précises avec des tombereaux de données, hein, de calculs, pardon, avec énormément de calculs. Et à partir de ces équations, on a pu mettre le monde en équation et simuler le fonctionnement du monde quelque part, ou en tout cas d'un certain nombre de systèmes. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois grandes périodes que l'on a pu connaître quand on veut modéliser des phénomènes. Et puis on est rentré dans une quatrième période, donc ça a été théorisé par Jim Gray en 2007. Une quatrième période, une quatrième manière de faire, qui est la science pilotée par les données. Alors là, on va changer de concept, on va changer de manière d'appréhender les choses, on change de paradigme, et on revient quelque part, on revient au départ, finalement, on se réinspire du départ. On va prendre des données,
Alors c'est des données soit d'observation, télescope, des capteurs, soit des données synthétiques, calculées à partir d'équations, à partir de modélisation, ça marche très bien. On prend des données, on prend toutes les données que l'on peut, et à partir de ces données, on va essayer de comprendre le phénomène qui se cache derrière. Mais sans théorie. On va juste prendre les données, quelles qu'elles soient, et à partir des données, on va essayer d'en extraire toutes les informations utiles pour comprendre un phénomène. Alors moi j'ai l'analogie basique, hein, c'est que si je prends la télécommande et que je la jette à travers l'amphithéâtre, il va y avoir une trajectoire, et on va, alors, sur le premier paradigme, être capable de deviner où la télécommande va tomber, à partir de la manière dont elle a été lancée. Ça, c'est notre apprentissage par l'expérience, par observation et par expérience. Et puis, on peut aussi calculer de manière directe à partir des équations de Newton et en rajoutant éventuellement un petit peu de frottement ici ou là, etc. On est capable de calculer à quel endroit va tomber la télécommande. Et puis, on est capable, à travers ce troisième paradigme, de modéliser la trajectoire de la télécommande, étape par étape, pour calculer, prévoir à quel endroit elle va tomber. Très bien. Et puis, je reste sur le dernier paradigme, mais si je prends un autre objet plus complexe que ma télécommande, je prends un boomerang par exemple, et je jette mon boomerang comme ça, il va se mettre à tournoyer, et puis il va revenir ici. Mon cerveau va être parfaitement capable, après quelques essais, de calculer la manière de lancer le boomerang et à quel endroit il va revenir. Par contre, si je veux le mettre en équation, là, ça va se compliquer un petit peu. De manière directe, ça va probablement être quasiment impossible. Et puis, de manière calculée, ça sera sans doute possible, mais alors ça va quand même piquer un petit peu pour être capable de modéliser complètement, on va dire, le comportement de cet objet qui est complexe. Le quatrième paradigme, lui, il va fonctionner exactement comme on fonctionne nous. La philosophie, c'est ça. C'est qu'on va observer, on va mesurer. Alors on va observer non pas de manière humaine, mais à partir de données. Donc on va prendre tout un tas de points de trajectoire. On va prendre toutes les étapes de la trajectoire de notre boomerang. Et uniquement à partir des données, on va être capable de modéliser le comportement de cet objet. Voilà. Donc ça va permettre de modéliser des choses extrêmement complexes, sans comprendre du tout la physique qui est derrière, sans appréhender la physique du tout qui est derrière. Voilà. Alors là, il y a une rupture par rapport à ce que l'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire d'avoir une modélisation intellectuelle, quelque part, des phénomènes, de faire du calcul à partir de ces équations. Hein. Quelque part, on est sur une approche qui est assez similaire sur ces deuxième et troisième paradigmes. Et ce troisième paradigme, lui, par contre, il y a une véritable rupture intellectuelle par rapport à la manière de procéder. Voilà. L'intelligence artificielle contemporaine se situe, l'intelligence artificielle avec les réseaux de neurones, par apprentissage profond, tout ce qu'on appelle deep learning, se situe au cœur de ce quatrième paradigme. Alors, il n'y a pas que les réseaux de neurones qui s'appuient sur ce quatrième paradigme, hein, c'est toute la science des données qui est ici. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, justement, on parle de beaucoup de choses. L'intelligence artificielle, c'est un énorme fourre-tout. De toute façon, aujourd'hui, si vous voulez déposer un projet, il faut mettre intelligence artificielle si vous voulez récupérer des sous. Et après, on arrivera bien à mettre quelque chose dedans. Ça, ce n'est pas un problème. Dans l'intelligence artificielle, il y a plein de choses. Et il y a un domaine qui est très important, c'est tout ce qui est par apprentissage. L'intelligence artificielle par apprentissage, ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage machine, est une manière de faire de l'intelligence artificielle, mais ce n'est pas la même. Enfin, ce n'est pas la seule, on le verra tout à l'heure. Et à l'intérieur du machine learning, il y a plein de choses aussi. Il y a des choses qui sont strictement mathématiques, il y a des choses qui sont beaucoup plus proches de ce qu'on appelle les mathématiques appliquées. Les réseaux de neurones, par exemple, font partie davantage des mathématiques appliquées que des mathématiques pures, puisqu'on n'a pas de démonstration mathématique derrière. Il y a une approche très, très empirique dans l'utilisation des maths. Et donc, dans cet espace machine learning, on a donc le deep learning, les réseaux de neurones, l'apprentissage profond, qui tiennent aujourd'hui l'essentiel de la place. Il n'y a pas que ça, mais dans le paysage, on voit essentiellement ça. C'est les ChatGPT, c'est toute l'IA moderne, contemporaine, est basée sur de l'apprentissage machine et de l'apprentissage profond avec des réseaux de neurones. Donc ça, aujourd'hui, le paysage est quand même trusté un petit peu de cette manière-là. Mais attention, quand on parle de deep learning ou d'intelligence artificielle, le deep learning est un sous-ensemble du machine learning qui est un sous-ensemble de l'intelligence artificielle. Et à l'intérieur du deep learning, à l'intérieur des réseaux de neurones profonds, on a plein de choses. Et on a en particulier toute la partie générative. La partie générative, c'est les ChatGPT, Gemini, DeepSeek et les choses visuelles, DALL-E, Midjourney, etc. etc. Voilà. Donc toute la partie générative truste l'essentiel du paysage aujourd'hui. Mais encore une fois,
le génératif ne remplit pas tout le deep learning, qui ne remplit pas tout le machine learning, qui ne remplit pas tout le paysage de l'intelligence artificielle. Et à côté de tout ce qui est génératif, on a tout un tas de petites IA, alors petites en termes de taille, hein, j'entends, pas d'importance, pour faire de la classification, pour faire des régressions, pour faire voilà, tout un tas côté scientifique, on va essentiellement utiliser ces IA-là, on va être autour de ces petites choses-là, plutôt que dans le génératif en tant que tel. Alors, une chose très importante, quand on parle d'intelligence, d'apprentissage, l'apprentissage est une stratégie qui est omniprésente. Deux exemples publiés dans Science. On savait que les abeilles savaient communiquer entre elles. Une abeille peut rentrer à la ruche en disant « J'ai trouvé un champ de fleurs, il y en a plein, il faut y aller à plein, il est très très grand, qui est à 30 degrés par rapport au soleil et à 350 mètres. » Je ne sais pas si c'est à 50 mètres près. Enfin, elles sont capables de donner la distance. Et donc ça avait donné lieu à un prix Nobel. Hein. On avait découvert que les abeilles étaient capables de communiquer et des choses relativement complexes. Et ça, c'était pas prévu dans l'histoire humaine qu'on ne soit pas les seuls à être capables d'avoir un langage, etc. Alors on savait que les animaux, les grands mammifères, etc., avaient un langage, mais que des insectes puissent avoir, eux, également un langage, ça, c'était quand même quelque chose qui nous a surpris. Mais là, il y a une deuxième chose qui a été mise en évidence, c'est qu'en plus, il y a un apprentissage social chez les abeilles. C'est-à-dire que ce langage, cette capacité de communiquer entre elles, est quelque chose qui se transmet de génération en génération entre les abeilles. Ils ont pris des abeilles, ils les ont sorties de la ruche, ils se sont aperçus qu'elles parlaient très très mal. Elles étaient totalement capables de communiquer, mais de manière extrêmement dégradée par rapport à celles qui sont restées dans la ruche et qui ont bénéficié de cet apprentissage social. Donc le fait qu'il y ait un apprentissage social chez les abeilles est quand même quelque chose qui a été assez marquant. Et puis, donc c'est une autre publication, c'est des collègues de laboratoire de Toulouse, qui, donc pareil, hein, dans Science, gros papier, ont mis en évidence qu'il y avait un apprentissage social chez les drosophiles dans le choix de leur partenaire sexuel, et sur plusieurs générations. Voilà. Donc l'apprentissage au sens global du terme, au sens humain du terme, n'est pas le propre des grands mammifères, ni même des vertébrés, puisqu'on le retrouve même chez les insectes. Voilà. Donc on a encore perdu un truc qui était une de nos spécificités, mais c'est une preuve, enfin en tout cas un indicateur comme quoi l'apprentissage est vraiment un moteur essentiel dans les processus cognitifs, enfin dans l'intelligence et la mise en œuvre de processus intelligents. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'est un réseau de neurones artificiels et plus particulièrement ce qu'est un neurone artificiel. Alors souvent, cette partie-là, je la fais sauter parce que ça va être un peu des maths, mais là, je pense que vous êtes le bon public. Donc, on va pouvoir passer rapidement dessus et voir un petit peu comment on peut arriver à définir ce qu'est un neurone artificiel et pourquoi un neurone artificiel est quelque chose de minimaliste mais qui fonctionne, et surtout ce que c'est. Alors quand on prend une régression linéaire, on prend un nuage de points avec un phénomène lambda, avec un peu de bruit, etc. On a notre phénomène comme ça, et le but du jeu de notre régression linéaire, ça va être de trouver une droite qui passe à l'intérieur du nuage de points le mieux possible. J'utilise les langages le plus clair possible. Et pour ça, le mieux possible, c'est d'essayer de minimiser la distance entre notre droite et l'ensemble de nos points. C'est très classique. Et pour faire ça, il y a à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a une solution directe qui permet de calculer exactement les paramètres de la droite pour qu'elle passe bien correctement au niveau du nuage de points. Ça, c'est plutôt pratique. Et le truc pas pratique, par contre, c'est que si on a énormément de points, ça ne marche pas parce qu'on est en n cube. Et en termes de calcul, c'est beaucoup trop coûteux. On n'est pas capable de le calculer. Donc, comment mettre cette foutue droite à l'intérieur de notre nuage de points? Comment essayer de trouver cette position idéale? Alors, notre droite, on est d'accord que c'est un modèle, finalement. C'est un modèle linéaire pour représenter le phénomène qu'on a avec nos points bleus. Donc, comment trouver les meilleurs paramètres de notre modèle qui va représenter notre phénomène en bleu? Donc, la position idéale de notre droite à l'intérieur de notre nuage de points, si on ne peut pas le calculer directement. Là, les maths ne peuvent pas nous aider. Alors, on va le faire de manière empirique, de manière progressive. On va mesurer la qualité de la position de notre droite dans le nuage de points, et puis on va essayer d'ajuster ça, comme on fait, comme quand on accroche un tableau sur un mur, on essaie de le mettre à l'horizontale progressivement. Alors pour ça, on va utiliser des fonctions, des indicateurs, hein, ce qu'on appellera en langage, en machine learning, dans le langage des réseaux de neurones, des fonctions de perte.
Et on va en utiliser deux. Enfin, deux par exemple, dans ce cas-là, on peut en utiliser deux, on peut en utiliser plein. Il y a l'erreur quadratique moyenne ou la moyenne du carré des erreurs. Voilà, donc, en général, on prend une MSE parce que ça coûte moins cher en calcul et ça fait le job. Et voilà, donc on va utiliser cette fonction-là qui va comme ça nous donner un indicateur sur le positionnement de notre droite dans notre nuage de points ou sur la qualité de notre modèle par rapport à notre phénomène. Alors on va comme ça positionner notre droite, on va la tourner progressivement, et puis on va regarder notre fonction de perte et on va voir que on va avoir une valeur qui va descendre progressivement jusqu'à un minimum, le minimum étant la position, le meilleur compromis, la meilleure position possible de notre droite à l'intérieur de nos points. Et puis si on continue de la déplacer dans l'autre sens, on va remonter de l'autre côté, enfin voilà, on va se déplacer comme ça. Et donc ce phénomène itératif qui va consister à essayer de trouver la bonne position de la droite de notre modèle, les bons paramètres de notre modèle pour simuler, pour modéliser notre nuage de points, ce phénomène, cette mécanique, ce travail s'appelle l'optimisation. On parle d'optimisation d'un modèle en machine learning. Et puis voilà, l'objectif étant d'arriver à la position idéale où là on ne pourra pas faire mieux par rapport à notre fonction de perte, par rapport à notre indicateur. Voilà, donc ça c'est très classique. Et pour descendre, pour trouver nos paramètres, les paramètres de notre droite, on va faire ce qu'on appelle une descente de gradient. C'est-à-dire qu'on va calculer le gradient, donc le delta loss par rapport au delta θ, donc la variation de la position de notre droite par rapport aux paramètres de notre droite, et on va suivre cette pente de manière à essayer de trouver le minimum local de notre fonction de perte. Voilà, donc en gros, on calcule notre gradient de notre fonction de perte, et puis on va l'appliquer aux paramètres de notre droite. Et ça fonctionne assez bien. Donc là, c'est une petite illustration. On part d'une droite qu'on a mis en bas de manière complètement arbitraire. Et puis au fur et à mesure de l'itération, on va prendre des points, on va calculer notre fonction de perte, on prend le gradient, on applique le gradient à notre droite, on déplace un peu notre droite de cette manière-là, et puis on recommence. Et de manière itérative, on voit notre droite qui vient se caler à l'intérieur du nuage de points au bon endroit, quoi. Alors l'intérêt de cette méthode, c'est que là, ça se calcule assez bien. On n'est même pas obligé de prendre tous les points que l'on a. Ça peut se calculer de manière parallèle. On va prendre des batchs de points par batch de points, 10 000 points par 10 000 points s'il faut, et c'est quelque chose qui converge extrêmement facilement. Voilà. Alors ça peut fonctionner avec une droite, avec un modèle le plus bête qui soit, un modèle linéaire, ça fonctionne très bien. Ça peut fonctionner avec une courbe polynomiale, avec exactement la même stratégie, et on va pouvoir comme ça caler notre courbe à l'intérieur du nuage de points. On va comme ça pouvoir calculer, forger progressivement l'ensemble des coefficients de notre équation, de notre courbe polynomiale. Voilà. Donc ça marche très bien. Et on a un phénomène très classique qui apparaît, c'est que là, en haut à droite, on a quelque chose de satisfaisant. On a notre courbe polynomiale qui se cale correctement à l'intérieur de notre nuage de points. Enfin, visuellement, on voit que ça tient la route, c'est cohérent, quoi. Par contre, on voit tout en haut à gauche que là, si on prend un modèle qui a moins de degrés de liberté, qui est moins complexe, qui est moins capable d'intégrer de la complexité, comme notre droite, un système linéaire, une simple droite, on voit qu'effectivement, on va bien trouver une meilleure position possible à l'intérieur du nuage de points, mais on se rend bien compte que là, le modèle n'est pas satisfaisant, le modèle n'est pas assez complexe pour être capable de représenter la complexité du nuage de points. Donc là, on est ce qu'on appelle en underfitting, c'est-à-dire qu'on est en sous-apprentissage. En sous-apprentissage parce que le modèle n'a pas l'intelligence suffisante, la capacité à stocker de la complexité, à intégrer de la complexité suffisante pour représenter le phénomène. Et puis à l'opposé, on a l'autre phénomène ici, où là, par contre, on a pris trop de degrés dans notre courbe, et un apprentissage trop important, et on rentre dans une phase de surapprentissage. Alors le surapprentissage, on reviendra dessus, c'est quand on commence à essayer de trouver des problèmes là où il n'y en a pas. Ce que fait le modèle ici, c'est qu'à force de tourner... Alors, le résultat ici, la fonction de perte, est bien meilleure qu'ici. D'accord ? C'est-à-dire que la distance entre la courbe et tous les points est bien meilleure, bien inférieure ici que là. Par contre, visuellement, on se rend bien compte que ça n'a pas grand sens, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là ? C'est qu'on a itéré trop longtemps
le modèle est trop complexe, il est capable de stocker trop de complexité, et il va essayer de passer par tous les points. Donc si on lui donne un degré infini, un polynôme de degré infini, bah, on va avoir comme ça, il va essayer de passer vraiment par tous les points, avec un résultat qui sera bien meilleur, mais par contre qui veut strictement rien dire, quoi. Là, c'est clair que le phénomène en bleu, c'est probablement pas quelque chose comme la courbe en rouge le laisserait suggérer. Et donc, le surapprentissage, bah, c'est quelque chose de redoutable. On en est victime nous-mêmes, hein, c'est-à-dire que si on passe trop de temps sur un problème, on va finir par imaginer, on va finir par essayer d'apprendre par cœur tous les cas particuliers et de perdre de vue la globalité du problème. Voilà. Donc, ce phénomène se retrouve de manière très simple, y compris dans sur des modélisations très simples comme ça. OK. Ça, c'est l'introduction pour voir ce que c'est qu'un neurone. Qu'est-ce qu'un neurone artificiel? On va prendre un deuxième exemple, très simple, avec une régression logistique, dont le but, ça va être de déterminer si des étudiants arrivent à avoir leur examen ou pas, en fonction de leur nombre d'heures de travail et le nombre d'heures de sommeil. Alors, si par exemple, on a Carole, elle a beaucoup travaillé, mais elle n'a pas dormi du tout, ça n'a pas marché, quoi. Bob, bah lui, il a fait l'inverse, hein, il n'a pas travaillé, il a dormi tout le temps, et ça ne s'est pas bien passé non plus. Voilà. Et puis, bon, bah, voilà, Daniel, lui, il a travaillé un peu, il a dormi pas mal aussi, mais voilà. Alors, question, est-ce que Bob, lui, aura réussi à avoir son examen? Voilà, donc ça, c'est la question. Alors, les données sont complètement falsifiées, d'accord? Il n'y a pas de problème de RGPD. Et donc, voilà, on a notre nuage de points comme ça, avec le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures de sommeil. Et puis, on voit que dans ce cas-là, ça ne se passe pas bien, dans ce cas-là, ça se passe bien. Et puis après, il y a des cas particuliers, donc il n'y a pas une séparation nette, hein, évidemment, il y a un peu de bruit, il y a des cas particuliers qui apparaissent ici. Voilà, donc en termes de vocabulaire, les données, on va parler d'observation. Donc chaque point va être une observation avec deux composantes, le nombre d'heures de travail, le nombre d'heures de sommeil. Et la classe d'appartenance, bah, ce sera 0 si l'examen est raté et 1 si l'examen est réussi. Et le but du jeu, bah, c'est pour Daniel qui est ici, être capable de prédire s'il a réussi ou s'il a raté. Avec comme modèle une fonction linéaire, une simple fonction linéaire, y égale f de x. Voilà. Alors, bah, notre modèle, il est là, hein, c'est notre fonction... notre régression logistique, elle s'appuie là-dessus. Hein. Donc on fait une somme pondérée, W1x1, x1 étant le nombre d'heures de travail, plus W2x2, x2 étant le nombre d'heures de sommeil. On rajoute un biais, notre paramètre b ici. Ce résultat-là, cette somme pondérée auquel on a ajouté le biais, on la passe dans une fonction logistique, dont l'intérêt est de ressortir un résultat entre 0 et 1. Et on va dire que si c'est entre 0 et 0,5, c'est raté. Et si c'est au-dessus de 0,5, entre 0,5 et 1, on va dire que l'examen est réussi. Voilà notre modèle. Et tout l'art de la régression logistique, c'est de déterminer nos fameux poids, plus notre paramètre B, notre biais, de manière à ce que notre fonction, notre modèle, donne un résultat qui soit le plus fiable possible. Et pour trouver ces paramètres W1, W2, enfin WM si on avait plus de dimensions, mais là W1, W2 plus B, trouver ces paramètres-là, on va le faire par descente de gradient, comme on a vu tout à l'heure. Hein, donc on va forger progressivement nos trois paramètres, de manière à ce que notre modèle, modèle très simple, notre modèle linéaire, puisse donner un résultat satisfaisant. Et ça marche très très bien, les régressions logistiques sont super utilisées, et dans notre cas ici, on va voir que ça donne de très très bons résultats. Voilà, donc cette fonction logistique-là, bah, c'est un neurone artificiel. Un neurone artificiel, c'est jamais que cette chose-là. C'est une somme pondérée, on fait une somme pondérée, on rajoute un biais, on prend ce résultat, on le met dans une fonction d'activation et on ressort le résultat. La fonction d'activation que l'on utilise aujourd'hui sont beaucoup plus simples que la fonction logistique. Voilà. Ça, c'est un neurone artificiel. Donc une régression logistique, c'est un réseau de neurones à un neurone. Ce n'est pas très foudroyant, mais ça fait le job. C'est capable, comme il n'y a qu'une seule fonction linéaire, ça n'est capable de traiter que des problèmes strictement linéaires. Donc si on reprend notre exemple ici, hein, on va voir comme ça donc, notre modèle. On est capable, par rapport à notre nuage de points qu'on a vu tout à l'heure, d'avoir une prédiction qui a plus de 90%, ce qui est tout à fait satisfaisant.
Et la séparation entre les deux, entre ceux qui ont réussi et ceux qui n'ont pas réussi, la séparation, donc c'est une droite, hein, puisqu'encore une fois, notre modèle est linéaire ici. On aurait pu utiliser une autre famille de modèles, mais un modèle strictement linéaire, donc un réseau de neurones à un seul neurone, qui n'est capable donc de traiter que des problèmes linéaires, sur cet exemple-là, donne déjà de très bons résultats, quoi. Notez bien qu'on ne pourrait pas aller à 100% de résultats, puisque de toute façon, il y a un peu de bruit, voilà, ce n'est pas totalement déterministe, il y a des cas particuliers. Voilà. Ça vous parle? Ouais, voilà. Donc voilà, un neurone artificiel, c'est une petite brique complètement élémentaire, minimaliste, c'est une somme pondérée, on rajoute un biais, on passe ça dans une fonction d'activation, et on traite le résultat. Et tout l'art du truc, encore une fois, c'est de réussir à trouver les fameux paramètres, le biais, plus les différents poids. Pour ça, quand on parle de modèle en intelligence artificielle, on parle de poids, parce que c'est tous ces paramètres qu'il va falloir réussir à forger, pour lesquels il va falloir réussir à trouver les bonnes valeurs, de manière à ce que le résultat corresponde à quelque chose qui ait du sens pour nous, qui soit le meilleur possible. On n'a aucune démonstration comme quoi ça va converger, mais ça marche. Ça va être une caractéristique forte des réseaux de neurones. Voilà, ça c'est la manière d'arriver, de voir un petit peu ce qu'est un neurone artificiel, avec une approche un peu mathématique, très basique. Et alors évidemment, on voit là tout de suite les limitations, avec une seule fonction linéaire, encore une fois, on est capable de traiter que des problèmes linéaires. Donc on va avoir des grosses limites. Et on va voir comment on a pu aller au-delà de ça. On va regarder ça sous un autre angle, sous l'angle un petit peu historique, avec une première question, qu'est-ce que c'est que l'intelligence ? Qu'est-ce qu'un process intelligent? Comment peut-on définir l'intelligence? Et comment peut-on reproduire l'intelligence? Comment peut-on faire de l'intelligence de manière artificielle? Je n'utilise pas le terme d'intelligence artificielle, il est arrivé après. Parce que l'histoire a commencé très très tôt. Et surtout, on a deux définitions de l'intelligence. On a une première définition de l'intelligence que l'on a ici, donc là qui est issue de Wikipédia, qui est une définition assez classique. Donc c'est la capacité de percevoir ou de récupérer une information, de garder cette information comme une connaissance, et puis de se servir de cette connaissance pour adapter son comportement. D'accord ? Donc là, on est sur une définition un petit peu darwinienne, quelque part. On perçoit quelque chose, je vous observe, vous m'observez. On va garder cette connaissance au fond de la tête, parce que ça va resservir un jour sans doute. On est des éponges, on garde tout. Et puis, de cette expérience, on va être capable d'adapter notre comportement. Si par exemple, je vois que vous avez les yeux hagards, complètement perdus, etc., je vais me dire, bon sang, qu'est-ce que j'ai dû raconter? J'ai encore dû raconter un truc. Parce que par expérience, je sais que si je raconte des trucs qui ne sont pas compréhensibles, je vais générer cette réaction. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est une première définition très intuitive et très classique, et assez universelle finalement, parce que cette définition-là, on peut l'appliquer à beaucoup, beaucoup de choses, y compris au végétal, par exemple. Et puis on a une deuxième famille de définition de l'intelligence. Donc celle-là, c'est celle du petit Larousse. Alors il y a des variantes dans le petit Larousse, mais enfin, c'est toujours d'actualité dans le petit Larousse. C'est l'ensemble des fonctions, il faut la lire parce que c'est pas facile à retenir, c'est l'ensemble des fonctions mentales ayant pour objet la connaissance conceptuelle et rationnelle. Alors là, on change de catégorie parce que déjà, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire, tout ça au prime abord. Hein. Et puis, il y a des choses compliquées parce que conceptuel, ok, d'accord, on fait des symboles, on conceptualise les choses. Donc, ok, on a quelque chose qui va... on va avoir une approche symbolique de la représentation, d'accord. Alors, par contre, rationnel, là, c'est plus compliqué parce que rationnel, il y a une valeur morale là-dedans, quelque part, quoi. Voilà, on n'est plus dans quelque chose de complètement factuel. On complique un peu les choses, voilà. Donc là, on a une définition qui est très pratique et puis une définition qui est très intellectualisée, quelque part, très intellectualisée. Et ces deux définitions, ça va avoir conduit à deux manières d'appréhender l'intelligence artificielle. On a d'un côté donc, l'approche basée sur la première définition, qui est ce qu'on appelle l'approche connexionniste, où on va considérer que le fonctionnement du cerveau, quand on a regardé des cerveaux, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe, c'est le résultat de petites briques élémentaires. On a des petites cellules qui s'appellent des neurones, et ces petits trucs élémentaires font, au gros, du traitement du signal, et mis bout à bout, comme ça, ça devient capable de traiter des choses extrêmement complexes. Mais c'est le résultat d'un processus de type traitement du signal avec des petites briques élémentaires. Alors,
pour ça, on s'est appuyé sur le neurone. Hein. Ils ont observé ce qu'était un neurone. Donc un neurone, c'est une cellule qui récupère des données d'un côté, hein, ça récupère un signal. Le signal est transformé et puis il est redistribué derrière. C'est exactement notre neurone artificiel qu'on vient de voir. On a une information, une observation en entrée, un signal en entrée, avec des composantes. Ça récupère ce signal-là, par le biais d'une somme pondérée auquel on ajoute notre biais. Ça transforme le signal avec notre fonction d'activation et ça le redistribue derrière vers d'autres neurones ou pour un traitement direct dans le cas de notre régression logistique. Voilà. Donc ça, on a quelque chose qui est mécanique, minimaliste, s'appuyant comme ça sur des petites briques élémentaires. Et on va comme ça, pour faire quelque chose d'intelligent, on va essayer de modéliser le cerveau, on va essayer de simuler le fonctionnement d'un cerveau. De l'autre côté, on a une autre approche qui est l'approche symbolique. L'approche symbolique, on va utiliser des symboles de haut niveau, on va utiliser une représentation du monde de très haut niveau, et puis on va itérer sur ces symboles. Par exemple, tout homme est mortel. Donc on a le concept homme, on a le concept mortel. Ok, ça c'est enregistré. On a Socrate est un homme. D'accord, donc le Socrate, nouveau concept, est un homme. Ah, on retrouve le truc du début, etc. Donc on en déduit astucieusement que Socrate est mortel. Voilà. Donc là, on est sur des concepts très simples, mais on peut appliquer ce système-là sur des concepts beaucoup plus complexes et brasser comme ça une représentation symbolique du monde. Donc dans un cas, on va essayer de modéliser le cerveau. De l'autre côté, on va essayer de forger une opinion, de travailler, d'itérer de construire une opinion par itération sur des concepts de haut niveau. Évidemment, ces deux approches qui sont complètement antagonistes et qui vont fonctionner de manière complètement différente. Et fonctionner de manière complètement différente, y compris dans la logique de fonctionnement. Dans le premier cas, on est sur une approche inductive, ce qu'on appelle inductive. Dans l'approche connexionniste, on va partir d'observations et de résultats. J'observe la trajectoire de ma télécommande. Alors je l'observe de mes yeux ou je l'observe en mesurant la position et la trajectoire de ma télécommande, que ce soit côté organique ou côté synthétique, enfin artificiel. Donc j'observe comme ça et je regarde à quel endroit ma télécommande est tombée. Et à partir de ça, je suis capable de modéliser, de construire une représentation de ce phénomène. Ce qu'on appelle un modèle. Le modèle en intelligence artificielle, c'est un objet numérique à qui on va donner des données qui va donner un résultat. Mais cette chose-là, ce fameux modèle, est quelque chose qui est généré, entièrement généré à partir des observations et du résultat. Si on regarde le modèle, on ne peut pas savoir comment il fonctionne. C'est comme si on ouvre une boîte crânienne et qu'on regarde les neurones à l'intérieur d'un cerveau. On voit des neurones, on est bien content. Mais ce n'est pas en regardant ces neurones qu'on sera capable de comprendre comment fonctionne ce cerveau, comment ce cerveau a pu prendre une décision. On ne sera capable de comprendre comment un cerveau a pu prendre une décision qu'à partir de ce qu'il a forgé, des observations, de l'éducation, de la culture pour un humain, ou des observations et du résultat qui a servi à entraîner le modèle. Dans le deuxième cas, on est sur une approche déductive. Alors ça, l'approche déductive, on la connaît tous, hein, c'est le truc classique, on écrit un programme. Et pour écrire un programme, on a un programmeur, on a des experts, et on va comme ça empiler un ensemble d'instructions, de règles, avec éventuellement des modèles mathématiques, physiques et autres, en s'appuyant sur un ensemble d'outils. Chaque instruction du programme peut être documentée, peut être commentée, et on a donc une parfaite compréhension du résultat en observant le programme que l'on a ici. Enfin, si le programme est open source et si on a le code qui va avec, hein, bien évidemment. Sinon, c'est une boîte noire. Mais on est sur une logique complètement différente. Dans le cas de l'approche symbolique, on va partir d'un expert. L'expert va fabriquer, écrire ce programme. Il va donner un ensemble de règles et de spécifications qui vont permettre de fournir un programme qui va être ensuite appliqué à un cas particulier. Dans le cas de notre approche inductive, dans l'approche connexionniste, on est sur quelque chose de complètement différent. On va prendre des faits, des observations, et à partir de cette observation, on va être capable de modéliser le comportement. Évidemment, ces deux approches qui sont complètement antagonistes, basées sur les deux définitions que l'on a vues tout à l'heure, et évidemment, c'est un peu irréconciliable. Alors, ça ne s'est pas bien passé à travers les années. Donc ça, vous avez un super article de Dominique Cardon, Jean-Philippe Cointet et Antoine Mazière, que vous pouvez trouver sur le net, qui date de 2018, hein, c'est une vingtaine de pages en français, vraiment très très lisible. On peut retrouver cette saga aussi dans la littérature anglo-saxonne, c'est assez largement documenté. Ce graphique est extrait de leur publication,
et c'est le ratio de publication pro-connexionniste ou pro-symbolique à travers le temps. Alors ça commence très tôt, hein, on est dans les années 40, et dans les années 40, il n'y a pas d'informatique. 1940, là, les premiers ordinateurs, c'est pas ça, quoi, hein. Et donc, ceux qui commencent à travailler sur ces choses-là, notamment dans les conférences de Massy, c'est des biologistes, c'est des psychologues, c'est des mathématiciens. Enfin, c'est tout sauf des informaticiens. Il n'y avait pas d'informaticiens à cette époque-là. Donc, au moins, là, il n'y avait pas de problème. Et donc, ils ont commencé à imaginer, à réfléchir à comment modéliser, comment fabriquer de l'intelligence, comment faire une intelligence qui soit artificielle. Le terme qui était utilisé à l'époque, c'était cybernetics, hein, qu'ils avaient imaginé. Et ça a donné un premier résultat en 1957 avec une première machine, une première modélisation de la machine, et puis une première fabrication de la machine quelques années après, qui était capable de faire de la reconnaissance d'images, faire des différences entre des ronds et des carrés et des triangles, ce qui était révolutionnaire pour l'époque. On était capable, pour la première fois, de faire quelque chose qui soit quelque chose d'intelligent, quoi, hein, suivant les définitions qu'on a vues précédemment, enfin la première définition qu'on a vue précédemment. Alors là-dessus, ils avaient des résultats finalement, c'était assez prometteur. Ils ont promis plein de choses, ça ne s'est pas bien passé parce qu'évidemment, le perceptron de Frank Rosenblatt en 1957, c'était un classifieur mais avec un seul neurone. C'était l'équivalent d'une régression logistique, donc capable de traiter que des problèmes strictement linéaires, donc avec beaucoup, beaucoup de limitations. Et pendant ce temps-là, à partir des années 50, l'informatique s'est développée. Les informaticiens sont apparus sur Terre, les ordinateurs aussi, de plus en plus puissants. Et là, ils sont devenus les maîtres du monde. Ils ont fini par coloniser le monde. Donc, ils ont trusté tous les financements, tous les gros financements outre-Atlantique, dans les grandes universités, de la DARPA, etc. Ils ont inventé le terme d'intelligence artificielle. Le terme d'intelligence artificielle vient du monde symbolique de McCarthy en 1956, dans une conférence. Et puis ils se sont vite aperçus que le perceptron était un truc qui était capable de résoudre que des problèmes linéaires. Donc ils en ont fait un bouquin, ils l'ont publié, ils ont assassiné le perceptron. Donc là c'est du côté des connexionnistes, là c'était grande misère, plus de financement, un truc qui ne marche pas, et puis des promesses pas tenues. Et eux, ils avaient plein de résultats. Ils sont allés sur la Lune, hein. Enfin voilà, l'informatique marchait super bien, il y avait plein de résultats. Et sur la partie intelligence artificielle dont ils ont inventé le terme, ils avaient aussi de très très bons résultats. Et donc ils ont promis monts et merveilles aussi, des voitures autonomes, le fait de pouvoir traduire le russe en américain, parce qu'on est quand même en pleine guerre froide, faire des avions autonomes, etc. etc. Évidemment, ça ne s'est pas bien passé, parce qu'ils n'ont pas réussi non plus. Ils avaient des résultats, mais c'est jamais allé très très loin. Et donc les bailleurs se sont lassés. Il y a eu un certain nombre de rapports parlementaires au début des années 70, et le financement de la recherche dans le domaine de l'intelligence artificielle a été arrêté. On ne met pas un pognon de dingue dans un truc qui ne marche pas, et donc tout s'est arrêté au début des années 70, et c'est là où on parle du premier hiver de l'intelligence artificielle. Alors l'hiver de l'intelligence artificielle globale, hein. Les connexionnistes avaient disparu, terminé, et puis personne n'y croyait. Et puis l'approche traditionnelle, l'approche symbolique de l'époque, traditionnelle de l'époque symbolique, ne fonctionnait pas, quoi. Donc là, des boîtes de recherche qui s'arrêtent, des financements qui s'arrêtent, des laboratoires qui ferment, et puis l'informatique se développant énormément, il y avait plein d'autres choses à faire à côté, c'était pas très grave. Voilà. Alors là, tout s'arrête, mais pas complètement. Puisqu'il y a quand même... Alors déjà, les systèmes experts, eux, se développent. Les systèmes experts, hein, c'est vraiment un ensemble de règles avec un moteur une itération sur ces règles, et c'est capable de résoudre tout un tas de problèmes, même des problèmes assez complexes, hein. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ça ne fonctionne pas du tout pour classer des images, mais pour faire fonctionner des process industriels, des machines à laver, des ascenseurs, ou des centrales nucléaires, cela fonctionnait très très bien, et ça permet comme ça de modéliser des expertises, qu'elles soient médicales ou techniques, dans tous les domaines. Donc ça s'est développé, hein, les systèmes experts se sont développés, mais à petite échelle finalement, puisqu'il n'y avait plus de gros financements. Et puis du côté du monde connexionniste, il y avait quand même quelques laboratoires qui ont continué à travailler là-dessus. Alors au Canada en particulier, le MIDA à Montréal, et alors là, il y a deux révolutions, deux grandes ruptures majeures qui vont apparaître. La première, c'est avec Rumelart en 86, avec la rétropropagation. On va être capable de passer d'un neurone à plein de neurones. Et puis la deuxième chose très importante, c'est Yann Lequin, français,
qui propose les réseaux convolutifs, qui imaginent les neurones convolutifs qui vont permettre de traiter des images et de résoudre des problèmes qu'on n'avait jamais réussi à résoudre auparavant. Des problèmes industriels, des problèmes qui servent, pas des problèmes de laboratoire. Alors dans le premier cas, on était sur des modèles à un neurone jusque-là, avec le perceptron. On s'était arrêté avec des solutions à un neurone, on s'était arrêté à la régression logistique qu'on a vue tout à l'heure, qui marche très bien mais qui ne permet pas de résoudre des problèmes complexes, des problèmes non linéaires. Et ce que propose Rumelart, alors Rumelart et Lequin, parce que Lequin avait aussi travaillé sur cette problématique de ce qu'on appelle de rétropropagation, c'est de passer de un neurone comme ici à plein de neurones. C'est-à-dire que chacun de ces neurones va récupérer des informations, si je prends celui-là, il récupère des informations de tous les neurones de la couche précédente et va redistribuer ces informations vers tous les neurones de la couche suivante. Comme dans un cerveau. Le seul problème là-dedans, c'est que chacun de ces neurones a des poids, nos petits W1, W2, W, etc. tout à l'heure, et on ne savait pas comment modifier ces poids de manière à ce que le réseau donne un bon résultat. Et ce qu'amène Rumelart, c'est un algorithme qui permet de mettre à jour l'ensemble des poids d'un réseau de neurones comme ça. Donc à partir de 86, avec la rétropropagation de Rumelart, on est capable de fabriquer des réseaux et d'entraîner ces réseaux. Et le fait de pouvoir mettre tout un tas de neurones les uns après les autres, accrochés les uns aux autres comme ça, permet de résoudre des problèmes non linéaires. Donc, et plus on va mettre de neurones, plus on va être capable de traiter de la complexité, plus notre modèle va être capable d'absorber de la complexité. Et là, ça change tout cette fois. Ça va complètement changer les choses, puisqu'on n'a plus le problème du perceptron. On a encore des contraintes, c'est que l'entraînement de ces modèles, donc c'est comme pour la régression logistique, c'est un processus itératif qui demande énormément de ressources, énormément de calculs, et de manière décuplée, parce qu'avec un neurone, ça prend déjà des ressources, mais quand on a des milliers, des centaines ou des millions de neurones, là, en termes de puissance de calcul nécessaire, c'est très très coûteux. Mais ça marche. Alors, quand on parle de quantité de neurones, justement, combien a-t-on de neurones dans le vivant? Alors, on parle de neurones, mais ce serait plus juste de parler de synapses, en fait, d'interconnexion entre les neurones. Mais bon, si on prend les neurones, on peut partir de quelques dizaines de milliers de neurones. Un escargot, c'est 10 000 neurones à peu près. Donc, c'est pas énorme. Et ça lui suffit. Et à l'opposé, on prend un éléphant. Un éléphant, c'est 250 milliards de neurones. Okay, donc, il y a quand même c'est quand même lié en grande partie à la taille de l'animal. C'est-à-dire, plus l'animal est grand, plus il va falloir des neurones pour gérer le bazar, pour gérer la complexité du métabolisme, etc. Avec quelques exceptions, nous, par exemple, on a la moitié de la quantité de neurones d'un éléphant. Par contre, en termes de poids, de masse et de complexité, on est largement inférieur. Donc on a un ratio entre la quantité de neurones par rapport à la taille de l'animal qui est très très important pour nous. Et il y a d'autres exceptions, les corbeaux, corneilles, pies, corvidés en général. Les oiseaux sont des exceptions. Beaucoup d'oiseaux sont des exceptions. Si on prend un corbeau ou une corneille, c'est 2 milliards de neurones. C'est-à-dire 3 fois un chat, quoi. Et effectivement, alors ça c'est surprenant parce qu'on se dit, mais où ça tient cette affaire-là, quoi? Parce que la tête d'un corbeau, c'est pas très grand, mais l'évolution a bien fait les choses et la taille des neurones et l'intégration des neurones dans un oiseau sont totalement optimisées. C'est comme entre un smartphone d'aujourd'hui par rapport à un processeur de machine à laver, c'est pas gravé pareil, quoi. Voilà, nous on est plutôt dans cette catégorie machine à laver. Eux, c'est super optimisé et super efficace. Alors, déjà, une petite vidéo pour faire une... On sent la... Voilà. Donc là, c'est... Je ne sais pas si je peux agrandir. Voilà. Donc un corbeau parfaitement capable de jouer au cube. Il s'en sort très bien. Voilà. Et c'est pas... À 2, ils vont finir par y arriver. Je spoil la fin, mais... Voilà. Voilà, donc résoudre des problèmes complexes, on n'en a pas le monopole, et on s'est aperçu que les corbeaux, corneilles, corvidés, etc., enfin ces oiseaux-là étaient capables de résoudre des problèmes très complexes.
avec une quantité de neurones très importante. Hein. Encore une fois, l'évolution a développé cette voie chez eux aussi, sachant qu'ils ont quand même plein de trucs compliqués à gérer, parce que voler, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple non plus. Il y a d'autres modèles d'intelligence qui sont très intéressants, les poulpes par exemple, qui ont des cerveaux distribués. Ils n'ont pas des quantités monstrueuses de neurones, mais ils ont un modèle qui est très original et très efficace. Voilà, donc là, ça aurait bien pu se passer finalement, parce que les systèmes experts, ils font bien leur job, mais enfin, ils ne font pas grand-chose de plus. Ils ne sont pas capables de traiter des images ou des choses complexes. En plus, il se trouve que l'évolution de l'informatique ne leur est pas favorable, parce qu'ils étaient sur des machines qui étaient dédiées, et puis il y a les micro-ordinateurs qui apparaissent à ce moment-là, donc ça tue le marché de leurs machines dédiées. Enfin bon, voilà. De leur côté, là, ça se ratatine un petit peu parce que ça ne progresse pas et le marché se retourne. Et puis en face, on a enfin des réseaux de neurones qui sont capables de résoudre des problèmes complexes. Et Yann Lequin, ce qu'amène Yann Lequin, c'est les réseaux convolutifs qui sont capables de traiter des images. Et traiter des images, c'est super important parce qu'il y a plein de besoins, et c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire, quoi. On ne savait absolument pas traiter ça. Et donc, ce qu'amène Yann Lequin, c'est la capacité de traiter les chiffres manuscrits sur les chèques ou les codes postaux. Et là on fait sauter des verrous, à la fois d'un point de vue industriel, enfin d'un point de vue usage, des usages très concrets à très grande échelle. Et puis, ça ouvre des perspectives gigantesques. On est capable de traiter, de classer des images, chose qu'on ne savait pas faire avant. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Sauf que, il y a quand même quelques petits problèmes qui se posent. C'est que le monde connexionniste, il n'y a pas que les réseaux de neurones, il n'y a pas que l'apprentissage profond. Il y a aussi des matheux. Et les matheux n'ont pas chômé pendant ce temps-là non plus. Et on a des techniques, enfin des outils comme SVM, en 1995 avec Vapnik, qui émergent, qui apparaissent, et qui donnent de super résultats. Pour faire de la classification non linéaire, ça donne de très bons résultats. Et ça présente plein d'avantages. Un premier avantage, c'est que c'est fait par des matheux. Donc là, on a une démonstration, comme quoi notre fameuse descente de gradient, qu'on a vue tout à l'heure, elle va bien converger vers un minimum absolu. Donc là, on a une démonstration mathématique, comme quoi le modèle que l'on utilise va converger vers une solution. Ce qui n'est pas du tout le cas avec les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, on n'est pas capable de démontrer que ça converge vers un minimum absolu. Ça converge, on ne sait pas très bien où, on ne sait pas, voilà, mais il n'y a pas de démonstration. Donc là, avec une approche très rigoureuse mathématique, on a quand même un objet qui est séduisant, qui donne de bons résultats, et en plus, il ne coûte pas très cher en termes de calcul. En termes de calcul, c'est beaucoup plus économique que des réseaux de neurones. Donc, pour résumer, ça marche bien, ça fait le job, ça ne coûte pas très cher, et en plus, c'est propre mathématiquement. Évidemment, la communauté scientifique se rue sur ces modèles-là, sur SVM, et remet les réseaux de neurones au placard directement, quoi. Et l'époque a été assez cruelle, hein, c'est-à-dire que dans les conférences, les gens qui présentaient des travaux sur les réseaux de neurones étaient mis à part, on leur donnait les mauvais spots dans les présentations, dans les confs, éventuellement un poster au fond du couloir, etc. Les discours, enfin les témoignages de Yann Lequin et consorts à l'époque sont assez durs à cette époque-là. Le monde académique n'est pas toujours très tendre. Voilà, donc là on parle d'un deuxième hiver de l'intelligence artificielle, mais alors c'est un hiver de l'intelligence artificielle pour les réseaux de neurones, hein, simplement. Là c'était juste un petit règlement de compte entre connexionnistes. Mais petit règlement de compte qui a laissé des traces. Alors il va se passer un truc quand même. Il va se passer un truc, c'est que Internet arrive sur cette période-là. On est dans les années 90, et Internet arrive avec de nouveaux besoins, et des géants. Facebook, enfin les réseaux sociaux, Google, Facebook, et tous ces Amazon, etc. Et ils arrivent tous avec des problématiques énormes. Ils ont des tombereaux de données, des problématiques extrêmement complexes. Et là, ils veulent classer des photos de petits chats et de petits chiens, mais pas des photos de petits chats et de petits chiens prises en laboratoire. Photo prise en laboratoire, vous mettez une belle feuille blanche, un bel éclairage, vous posez le petit chat ou le petit chien sur la feuille blanche, vous faites une photo, puis après vous essayez de faire de la classification d'images. Évidemment, là, c'est plus facile que quand c'est des photos prises dans la rue ou n'importe où. Donc là, il va y avoir une complexification des problématiques auxquelles on s'attaque. De par leur taille, en 25 ans, on a un facteur 10 puissance 6 sur la taille des datasets auxquels on va s'attaquer, que l'on va utiliser, sur lesquels on va vouloir travailler. Et puis, alors, c'est plus complexe et c'est plus gros. Et puis, en même temps, et ça c'est le côté positif, c'est que la loi de Moore étant là, on a un facteur 10 puissance 6 aussi sur la puissance de calcul disponible. C'est-à-dire que là, les échelles sont logarithmiques, hein, sur les deux graphiques.
Donc on a des problèmes qui sont plus complexes, mais on a de la puissance de calcul aussi qui est disponible. Et puis on a des besoins qui sont nouveaux, des besoins très complexes issus du monde réel qui ne sont plus issus de cas d'école faits en laboratoire. Et là, ce qui se passe, c'est que les méthodes traditionnelles mathématiques vont atteindre leurs limites. Et on a un point de bascule, alors c'est un point de bascule assez symbolique, en 2012, il y avait une grosse conférence qui avait lieu régulièrement, qui était ImageNet, où le but du jeu, c'était de classer des images, donc un gros dataset d'images, ImageNet, avec des centaines de classes d'images dedans. Et le but du jeu, c'est de réussir à classer les images. Et celui qui gagne, il a la gloire, les subventions, sa photo, enfin tout, quoi, voilà. Et évidemment, c'était la grande compétition académique. Et un jour, en 2012, donc, il y a deux doctorants qui arrivent avec un réseau de neurones. Et le réseau de neurones, AlexNet, divise par 2 le taux d'erreur. Hein, la compétition était serrée sur les grandes pointures, qui s'appuyaient toutes sur des outils mathématiques très propres. Et là, les deux doctorants débarquent. Alors, c'était des doctorants de Hinton. C'est Geoffrey Hinton. Alors, ce n'est pas n'importe qui, quand même. Hinton, c'est quand même le seul qui a réussi à avoir un prix Turing et un prix Nobel de physique. Voilà, donc, mais bon, voilà, c'est quand même deux doctorants qui arrivent dans la cour des grands et qui mettent, qui divisent par 2 le taux d'erreur et qui repartent avec la palme, et de très loin. Et alors, ils étaient très bons. C'était un gros réseau de neurones avec 60 millions de paramètres quand même. AlexNet, c'est quand même un gros réseau de neurones pour l'époque. Et leur force, c'était aussi d'avoir fait donc, un réseau de neurones qui marchait bien, mais d'avoir réussi à gérer l'entraînement avec un GPU. Pour la première fois, on utilisait un GPU. Alors des GPU, c'est des processeurs qu'on utilisait à l'époque pour les jeux vidéo, et donc, mais avec une très grosse puissance de calcul, une capacité de calcul parallèle très importante pour faire justement des images dans les jeux vidéo. Et donc eux, ce qu'ils avaient eu comme idée, c'était d'utiliser cette carte vidéo pour faire du calcul et pouvoir entraîner leur modèle. Et que, grâce à ça, ils ont pu entraîner leur modèle. Entre un GPU et un CPU, on a un facteur 25 à peu près, quoi. Et donc, leur prouesse a été de faire marcher un réseau de neurones et de réussir de concevoir le réseau de neurones, et puis d'être capable de gérer toute l'ingénierie qu'il y avait avec, quoi. Moyennant quoi, là, il y a une page qui est tournée, et à partir de 2012, les années 2012, tous les domaines tombent les uns après les autres, que ce soit dans le traitement du langage, que ce soit dans le traitement de l'image, etc., etc. Toutes les stratégies classiques mathématiques vont se retrouver surclassées par les approches à base de réseaux de neurones. Parce que là, à partir de cette époque-là, alors déjà, la démonstration est faite, mais surtout, il y a une conjonction entre des problèmes qui deviennent très complexes et puis de la puissance de calcul qui est disponible. Et puis le savoir-faire, évidemment, amené par Hinton, Lequin, et puis Krzyzewski et Sutskever. Ils ont eu des super trajectoires, tous les deux. Et puis Hinton, n'en parlons pas. Voilà, alors après, ça s'est enchaîné. Après, il y a un grand enchaînement qui s'est fait. Donc AlexNet, ça c'était un symbole au départ. Il y a eu d'autres modèles, il n'y a pas eu que AlexNet qui ont conduit à cette rupture, mais c'est quand même un beau symbole. Il y a eu donc les variational autoencodeurs, les GAN. Alors les GAN, je ne sais pas si vous vous souvenez, cette personne n'existe pas, vous saviez, il y avait un site web, on cliquait, on avait une image, un portrait qui s'affichait, et il fallait deviner si c'était un vrai humain ou si c'était un vrai humain ou une image générée. Et pour la première fois, on était capable de générer des images photoréalistes d'humains pour lesquelles on n'était plus capable de faire la différence entre une vraie photo et une photo artificielle. Vous vous souvenez, vous l'avez vu ou pas? Ça vous parle ou pas? On l'a oublié. Mais bon, c'était quelque chose. Les GAN, voilà, on changeait pas mal de choses. On était capable de prendre des photos d'un cheval et d'un zèbre et puis d'inverser les rayures. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses qui s'étaient faites comme ça. Des choses qui ont été marquantes comme AlphaGo. AlphaGo, pour la première... Alors, OK, une machine est capable de battre les joueurs d'échecs, c'est accepté, OK, d'accord, mais bon, c'était les échecs. Alors le Go, impossible. Le Go, c'est impossible parce que la combinatoire est telle qu'aucun programme ne sera capable de battre un joueur de Go compte tenu de la complexité combinatoire du jeu de Go. Et on pensait qu'il faudrait 50 ans après Deep Blue, après les échecs, pour qu'on soit capable de battre les meilleurs joueurs de Go. Bon, en fait, non, ça s'est ratatiné assez rapidement. Et il y a eu AlphaGo, qui a été entraîné à partir de parties humaines, et qui a battu donc les meilleurs joueurs de Go.
Donc là, bon, ça fait grincer des dents. Oui, mais quand même, AlphaGo, il a été entraîné à partir de parties humaines, donc c'est quand même un peu des humains qui ont battu machin, machin. OK. Donc du côté de chez DeepMind, alors DeepMind, c'est Google, hein, en fait, hein, les labos de Google. Ils ont refait un nouveau modèle, AlphaZero, où là, le principe était encore plus simple, c'est AlphaZero, il apprend à partir de rien. Si, les règles du Go. On lui donne les règles du jeu de Go, et uniquement à partir des règles, il apprend à jouer au Go, tout seul. Enfin, tout seul contre lui-même. Et en 3 jours, 4 jours, il arrive à battre les meilleurs joueurs de Go. Donc là, cette fois, c'est plié, quoi. Voilà. Cette fois, de manière ex nihilo, une machine a été capable de battre les meilleurs joueurs de Go. Donc ça a été assez marquant. En 2017, ça s'enchaîne très vite, hein. En 2017, quelque chose de fondamental qui apparaît, ce sont les transformers, qui vont permettre de traiter des séquences, par exemple du texte. Alors, des séquences comme les positions dans une trajectoire, c'est pas très très complexe, une succession de positions. Par contre, une phrase, c'est quelque chose de très complexe. C'est une séquence, mais qui est très complexe parce que tous les mots n'ont pas la même importance. Et ce qu'apportent les transformers, c'est un mécanisme, ce qu'on appelle un mécanisme d'attention, qui va permettre de pondérer l'importance de chacun des éléments de la séquence. Donc, typiquement, dans une phrase, dire tel mot est plus important que tel autre, etc. Une attention variable qui va être mise sur les différents termes de la phrase. Et là, ça change tout. À partir du moment où les transformers arrivent, on est capable de fabriquer des trucs qui causent et des trucs qui traduisent. Donc on a, 2017 les transformers, 2018 GPT-1. Directement, ils investissent à fond avec des moyens colossaux. Et les BERT, évidemment, qui sont capables de faire tout un tas de classifications de texte de manière extraordinairement efficace, quoi. Voilà. Et puis après, ça s'enchaîne. Des GPT-1, GPT-2, GPT-3, et puis GPT tout court. Côté scientifique, on a AlphaFold qui apparaît aussi, dans le domaine de la biologie, où là, on a quelque chose qui est totalement, comment dirais-je, une rupture majeure. Avant, pour trouver la structure d'une protéine, de manière traditionnelle, j'étais dans un laboratoire de biologie structurale, dont le but du jeu était de trouver la structure des protéines. C'était un doctorant, une thèse, 3 ans. AlphaFold, 10 secondes. Voilà. Alors, pas surtout, pas dans tous les cas, etc. Il y a encore des cas où... Bon, ok, d'accord. Mais dans 80% des cas, ça fait le job. Et c'est absolument... voilà, c'est improbable, inimaginable, 10 ans avant, quoi. Voilà. Et donc, voilà, donc on a comme ça une espèce de grande évolution qui se fait, qu'on connaît, que l'on voit tous autour de nous. Un truc particulier aussi, c'est tout ce qui est diffusion model. Les modèles de diffusion qui sont capables de générer des images, du son ou de la vidéo. Là, c'est quelque chose d'assez rigolo parce que autant ChatGPT, on l'a vu arriver de 2017. La brique élémentaire, c'est 2017, et à partir de 2017-2018, ok, on a pris une trajectoire et on sait qu'on va arriver au bout de la trajectoire. On sait qu'on va réussir à faire quelque chose qui est capable de causer, avec lequel on est capable d'interagir. Il n'y a pas d'ambiguïté. Quand, ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, ça, on l'a vu arriver du fond du cours, quelque part, quoi. Par contre, les diffusion models, entre la publication des diffusion models et puis les premiers services en ligne, il y a 8 mois, je crois, de mémoire. À peu près 1 an, peut-être, on va dire. Donc là, c'est quelque chose, par contre, qui arrive extrêmement brutalement. Et les diffusion models, on ne les a pas vus arriver du fond du cours 10 ans avant, quoi, hein. Enfin, c'est dans les laboratoires, ceux qui ont travaillé sur le sujet y croyaient depuis sans doute très longtemps, mais c'était pas évident, quoi. On ne le voyait vraiment pas arriver. Alors, il y a ce fameux point de rupture que sont les transformers, avec une période antérieure où on était plutôt autour du traitement de l'image, pas que, mais majoritairement autour du traitement de l'image, et de l'image, classification d'image. Je ne parle pas de génération d'images. La génération d'images avec les diffusion models, c'est vraiment beaucoup plus tard. On était plutôt sur du traitement de l'image. Et puis à partir des transformers, le nouveau terrain de jeu, c'est le traitement du langage. On a la capacité, enfin, de traiter du langage et de faire de la vraie traduction, par exemple, et puis de la traduction mot à mot, comme c'était le cas avant. Avec le traitement du langage, la capacité d'interagir en langage commun avec une IA, on rentre dans l'ère du génératif. Le génératif de texte, le génératif d'image. Un diffusion model est capable de générer une image, mais cette génération va être guidée par un LLM, par du langage, par des transformers. Voilà. Donc là, on rentre dans quelque chose de très important, avec en toile de fond un objectif qui est la fabrication, la conception, l'imagination, la mise en production d'une intelligence artificielle générale, qui soit capable de tout faire, omnisciente et omnipotente, capable de tout. Ça, c'est le Graal vers lequel on se dirige aujourd'hui, vers lequel se dirige OpenAI et consorts. Donc, se faire des modèles qui soient universels,
multimodaux, donc capables de traiter, générer du son, du texte, des images, etc. Et qui soient omniscientes, qui sachent tout. À l'opposé, on a des tout petits modèles, donc tels que des modèles tels que AlexNet, par exemple. AlexNet, c'était 60 millions de paramètres, mais avec même quelques centaines de milliers de paramètres ou quelques milliers de paramètres, on est capable de faire des modèles tout à fait compétents pour résoudre des petits problèmes. Et on a un spectre d'échelle comme ça qui est gigantesque entre des toutes petites IA et puis ces très grosses IA. Une grosse IA, c'est de type ChatGPT, on est sur 1000 milliards de paramètres, quoi. On est sur des choses qui sont colossales, avec des datasets qui seront bientôt de l'ordre de grandeur d'Internet, quoi. C'est-à-dire qui sont vraiment, on est dans du gigantisme absolu. Voilà, donc on a des ordres de grandeur qui sont extrêmement importants entre ces différentes familles d'intelligence artificielle. Et on va regarder un petit peu concrètement comment ça se passe entre une petite IA et une grande IA pour bien poser le paysage. Donc une petite IA, on va essayer de classer des photos de lapins et des photos de chats. Donc un lapin, ça c'est un lapin, ça c'est un chat. Il y a des points communs et des différences, et on a appris à reconnaître les différences, on est d'accord. Mais comment entraîner une IA pour faire les différences entre les deux? Comment ça va se passer? La première chose, ça va être de prendre des données. On va prendre un maximum de données, et des données, ce qu'on appelle supervisées, annotées. Donc on va prendre des photos de lapins, des photos de chats, donc des photos de lapins en train de manger de la salade, des photos de chats en train de jouer avec des feuilles de salade, etc. Ça, c'est pas grave. Simplement, quand c'est un lapin, ça sera marqué lapin. Quand ça, c'est un chat, ça sera marqué chat. C'est pour ça qu'on dit que les données sont supervisées, parce qu'on est capable d'identifier clairement ce qui est sur la photo. Donc, alors on prend une grande quantité de données, c'est des milliers de photos, des dizaines de milliers de photos. Ces données, on va les diviser en deux. On va en prendre une partie pour l'apprentissage et puis une partie pour l'évaluation. Comme vous faites avec vos étudiants, comme on fait avec nos étudiants. On a 20 exercices, on en garde, 15 pour le cours, et puis on en garde 5 pour l'examen. Et les 5 de l'examen, on les met dans une enveloppe fermée à clé, dans un tiroir fermé à clé, dans le bureau fermé à clé, enfin voilà. Pas question que les étudiants voient évidemment ces exercices-là. Puis par contre, les exercices pour apprendre, là on va les jouer tranquillement, on va passer du temps dessus et on va s'en servir pour apprendre. C'est exactement comme ça que ça va se passer. Nos données d'apprentissage, on va les prendre, on va piocher un tas de photos de ces données d'apprentissage, on les donne à notre IA qui fait une prédiction. La prédiction, elle nous dit ça c'est un chat, ça c'est un lapin, ça c'est un lapin, ça c'est un chat, etc. La prédiction, on va la comparer par rapport aux résultats attendus, puisque nos données, elles sont annotées, là on a la correction. Et à partir des erreurs, on va corriger notre IA. Le processus d'apprentissage classique. Et puis, on reprend un tas d'images, on redonne à notre IA qui refait une prédiction. La prédiction, on va la recomparer aux résultats attendus à partir des erreurs, par descente de gradient. À partir des erreurs par descente de gradient, on va modifier les poids de notre réseau, du réseau de notre IA, par ce fameux algorithme de rétropropagation de Rummel-Hardt. On parle de rétropropagation parce qu'en fait, on met à jour le réseau depuis la sortie du réseau vers l'entrée du réseau. Ça se fait de manière rétropropagée. Alors que quand on va calculer la prédiction, on va le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que les données arrivent à l'entrée du réseau et ressortent à la sortie du réseau. Donc là, quand on fait une prédiction, on parle de boucle forward, de passe avant. Et puis quand on fait la correction, la mise à jour, on parle de boucle backward, de rétropropagation, quand on fait la mise à jour du réseau. Voilà. Et puis on va prendre comme ça nos données progressivement, et quand on a épuisé tout notre tas de photos, de nos données d'apprentissage, on dit qu'on a fait une époque. OK, on recommence. On remélange les cartes, et puis les photos, et puis on repioche les photos, et puis on refait une boucle, et puis deuxième boucle, etc. Donc on va travailler comme ça par lot d'images, et à chaque fois qu'on a éclusé l'ensemble des images de notre tas de données d'apprentissage, on dit qu'on a fait une époque. Et on va faire comme ça des dizaines d'époques, des centaines d'époques parfois. OK, on apprend, ça c'est très bien, mais quand on apprend, il faut évaluer aussi le résultat, bien évidemment. Et bien là, ça va être pareil, comme on fait avec nos étudiants. On a un apprentissage continu, enfin on a une évaluation sur l'apprentissage en continu. Donc ça, c'est nos fameux 80% d'images qui servent à l'apprentissage. À chaque fois qu'on va faire une prédiction et qu'on va regarder, comparer aux résultats attendus, on va avoir un résultat et on va avoir une progression.
Et cette progression, ça va progresser tout le temps. Là, la courbe va s'arrondir, mais on va avoir une progression permanente. Quitte à ce que nos élèves apprennent par cœur les exercices. C'est le surapprentissage qu'on voyait tout à l'heure. On apprend par cœur les exercices, donc là, effectivement, on progresse, mais enfin, on progresse bêtement, c'est-à-dire qu'on est capable d'apprendre par cœur chaque cas particulier, et on n'est plus capable d'avoir une vision globale du problème. Donc pour ça, c'est là où l'évaluation normale, indépendante est importante. On ressort nos 5 exercices qu'on avait mis de côté, et interro écrite à nos étudiants, et on leur fait faire, à chaque époque, par exemple, à l'issue de chaque époque, on leur fait une interro et on regarde la courbe d'apprentissage. Et là, on va s'apercevoir que la courbe n'est pas la même. On va avoir une progression, on va avoir un maximum, et soit ça va stagner, soit même ça va régresser, voire ça va même complètement s'effondrer. Alors pourquoi ? Parce qu'on a ce fameux phénomène de surapprentissage, le risque de ce surapprentissage, où le modèle va commencer à apprendre par cœur tous les cas particuliers des données qui lui sont présentées. Donc ça, il va y arriver avec les données d'apprentissage, puisqu'il peut apprendre dessus. Par contre, les données d'évaluation avec lesquelles il n'apprend pas, avec lesquelles le réseau n'est pas modifié, là, ça va très très mal se passer. Et là, on observe, à un moment donné, un effondrement des compétences. C'est le bachotage. On apprend par cœur à faire des exercices, le jour où on est devant un nouvel exercice, on n'y arrive pas. Classique. Du coup, quand on fait un apprentissage de ce type d'IA, enfin de tout IA d'ailleurs, avec des réseaux de neurones, on va regarder ces deux courbes. La première, il faut qu'elle progresse en s'arrondissant sans doute, etc. Bon, ok, très bien, classique. Et on va surtout regarder la deuxième pour essayer d'identifier le moment où on atteint le maximum et arrêter l'apprentissage à ce moment-là. Parce que si on poursuit l'apprentissage au-delà de ce point, on va rentrer dans cette fameuse phase de surapprentissage où les performances vont, dans le meilleur des cas, se dégrader, voire vraiment s'effondrer. Ça peut complètement s'effondrer. Voilà. Ça, c'est les petites IA, une IA classique, c'est le mécanisme de base que l'on va suivre. Dans le cas des grandes IA, donc de type ChatGPT, Gemini, DALL-E c'est particulier, c'est une diffusion de modèles, mais Perplexity, etc., DeepSeek, on va avoir quelque chose de complètement différent. Le mécanisme bas niveau, ça va être le même que celui qu'on a vu avant, par cette fameuse boucle d'apprentissage. Et on va surveiller la même chose avec des données d'évaluation par rapport aux données d'apprentissage. Donc ça, au bas niveau, c'est pareil. Par contre, il y a une couche haut niveau qui est complètement différente et qui est très curieuse, qui très curieusement va ressembler beaucoup à ce qui se passe chez nous humains. On va avoir 5 grandes étapes quand on va entraîner un grand LLM, un grand langage, un grand modèle de langage. La première étape, ça va être de récupérer un maximum de données. Et ça, un nouveau-né, c'est une éponge. Un nouveau-né va passer son temps à observer, entendre, toucher, ressentir, percevoir. C'est une éponge. D'accord ? Et ça commence bien avant la naissance in utero, où on va automatiquement, en permanence, enregistrer un maximum d'informations. Donc on va récupérer un maximum de données, et c'est ce qu'on fait dans le cas des grands modèles de langage. On récupère le plus de données possible. On récupère tout l'Internet, tout Wikipédia, on récupère tout ce qu'on peut aspirer quelque part, on va le récupérer. Avec une contrainte, c'est que plus les données vont être de bonne qualité, meilleur sera l'apprentissage. Donc récupérer toutes les données qui traînent sur des forums où c'est écrit n'importe comment n'est pas forcément le plus intéressant. Les données de Wikipédia, elles, sont super intéressantes, elles sont super qualitatives. Les datasets des grands journaux comme Le Monde, Guardian, le New York Times, etc. valent de l'or parce que ce sont des données de très grande qualité, sur le fond et sur la forme. Ok, on récupère des données. Après, la première étape, ça va être d'apprendre à parler. Pour l'IA, comme pour un humain. Et cette phase de l'apprentissage du langage est quelque chose d'extraordinairement complexe. C'est la partie qui est la plus coûteuse. Ça va permettre de fabriquer ce qu'on appelle un modèle de fondation. Un modèle de fondation, c'est un modèle qui est juste capable de causer. Causer, c'est quoi ? C'est aligner des mots. Comme un enfant. Un enfant, il apprend à parler, il apprend à aligner des mots. Ça ne va pas forcément toujours dire quelque chose, mais il apprend à parler. Et l'apprentissage du langage est quelque chose, encore une fois, qui est très 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 complexe. Un enfant le fait par rapport à une vie humaine très rapidement, mais avec une capacité cognitive que nous, on n'a plus depuis très 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 longtemps, quoi. Il suffit de voir à quelle vitesse on est capable d'apprendre une nouvelle langue à nos âges par rapport à un enfant qui a 2 ans, 3 ans. Voilà, donc ça, cet apprentissage du langage est critique, très complexe. Ça demande les ordres de grandeur, c'est plusieurs milliers d'années GPU, pour avoir une idée, quoi. Donc vous prenez 2000 GPU pendant 1 an ou un GPU pendant 2000 ans.
Voilà. Donc on est sur des coûts qui sont colossaux sur l'apprentissage du langage. Une fois que le langage est appris, on va utiliser cette compétence langage pour apprendre un métier, apprendre des compétences. Et ça, ça va se faire pareil, c'est troublant, mais c'est quelque chose d'assez comparatif. C'est-à-dire que dans le cas de l'IA, on va parler de fine-tuning, donc on va prendre un modèle de fondation et on va lui apprendre à répondre à des questions. Il sait parler, très bien, tu sais causer, c'est parfait, maintenant tu vas apprendre à répondre à des questions. Il pose une question, je sais pas, de droit, une question de maths, une question de physique, une question de je sais pas quoi, et il va falloir qu'il réponde, qu'il apprenne à répondre. Et toujours avec ce processus d'apprentissage. Chez les humains, c'est pareil. Une fois qu'on sait parler, on va apprendre la physique, les maths, la chimie, le français, etc. On va apprendre à répondre à des questions, au sens large du terme. OK, une fois qu'on a appris à répondre à des questions, donc maintenant on sait faire de la médecine, on sait faire du droit, on a appris des compétences, c'est parfait. Est-ce qu'on est capable d'aller travailler directement? Est-ce qu'on est capable de partir enseigner devant une classe et ainsi de suite? Pas tout à fait. Il va y avoir une étape super importante qui s'appelle, du côté de l'IA, l'alignement, ou un bon briefing, un bon cadrage du côté des humains. Et ça a été la force d'OpenAI. C'est là où OpenAI a réussi avec le ChatGPT quelque chose que les autres n'avaient pas réussi à faire. C'est faire en sorte qu'une IA ne se mette pas à tenir des propos néo-nazis au bout de 3 jours. C'est couillon comme truc. Mais réussir à transformer un ado qui est prêt à partir en vrille à chaque remarque en quelqu'un qui est posé, qui est capable de répondre à un discours, enfin à une classe sans péter une durite et en étant courtois, etc., ça c'est une compétence qui s'acquiert, qui s'appelle l'alignement. D'accord ? Et là, ça a été la force d'OpenAI, c'est de réussir à faire en sorte que cet alignement soit efficace, correct, pertinent et ne soit pas dépassé facilement, quoi. Il y a eu plein d'essais, mais Microsoft avait essayé, ça avait été un désastre. Le dernier exemple qu'on a eu en France, c'est le projet Lucie, super projet open source d'IA pour l'éducation justement, donc un très très beau projet, et fait avec des données ouvertes, avec un modèle ouvert, fait dans les règles de l'art, et pas de problème. Sauf qu'ils ont mis à disposition le modèle sur Internet, ils l'ont ouvert avant même la phase de fine-tuning. Alors il n'y a même pas d'alignement, là on était même avant la phase de fine-tuning. Donc le truc, en 3 jours, il racontait n'importe quoi. Même pas immédiatement, il racontait strictement n'importe quoi. Et ça a détruit le projet, quoi. C'est pas que le projet n'était pas bon, c'est juste qu'il a été ouvert bien avant, l'IA ou le collègue a été envoyé au front, entre guillemets, avant d'être prêt, quoi. Et cette phase d'alignement, c'est quelque chose de super important. Et alors c'est quoi l'alignement? C'est lui dire, tu vas te comporter comme si, tu ne vas pas tenir tel propos. Et on va lui apprendre comme ça à avoir le comportement et à avoir les bonnes règles d'usage. C'est à la fois un ensemble de règles, comme ça, tu dois te comporter, tu ne dois pas parler de ci, tu as des sujets tabous, etc. Voilà, puis une fois que tout ça c'est bon, une fois que la personne est bien briefée, que le collègue doctorant, on l'a bien briefé, qu'il est bien affûté, etc., là, cette fois, il peut partir en cours, on peut partir bosser, quoi. Et l'IA, elle, peut être mise en production. L'alignement est un peu plus complexe que simplement un ensemble de règles. Aujourd'hui, ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va doubler l'IA d'une deuxième IA qui va vérifier la pertinence des réponses. Enfin voilà, c'est comme s'il y avait quelqu'un à côté qui vérifiait que les propos tenus sont acceptables et ainsi de suite. Donc il y a des rails de sécurité qui sont rajoutés. Enfin, il y a tout un tas de stratégies pour être sûr et certain qu'une IA ne va pas déraper, quoi. Aujourd'hui, il y a vraiment plein de choses qui sont faites à ce niveau-là. Mais bon, l'idée générale, c'est ça. Et on peut dire que ça correspond à ce qui se passe chez nous, finalement. Parce que, OK, on est briefé, on a un ensemble, on a des consignes, on a une charte à respecter. Mais à côté de ça, il y a aussi un cadre légal, il y a un cadre réglementaire. Il y a plein de garde-fous qui sont autour de nous, qui font en sorte de garantir qu'on reste dans quelque chose d'attendu et d'acceptable. Voilà, petit lexique très rapidement pour bien retrouver les différents termes. Donc LLM, c'est les grands langages de modèles, ChatGPT, Gemini, DeepSeek, etc. Les diffusion modèles sont ceux qui sont capables de dessiner. C'est les modèles de diffusion qui sont capables de générer des images, de générer du son, comme Suno par exemple, de générer des vidéos. Les transformers, ça c'est la brique élémentaire pour traiter des séquences, typiquement du texte. Il n'y aurait pas de LLM, enfin il n'y aurait rien d'autre, il n'y aurait rien de l'IA générative d'aujourd'hui sans les transformers. Les prompts, la meilleure traduction, c'est une consigne textuelle ou orale, puisque maintenant on peut les donner de manière orale.
pour guider la génération, pour poser notre question. Les RAG, c'est un système pour faire très simple, une sorte de base de données dans laquelle une IA va pouvoir aller piocher et retrouver des informations. Voilà. Donc c'est une technique qui permet d'allier à la fois un stockage d'informations, de connaissances, et puis un LLM, de manière à ce qu'on puisse interroger en texte clair, effectuer en texte clair de la fouille de données dans cette base de connaissances. Les biais, les biais, ça c'est un des grands problèmes, une des grandes difficultés. Les IA sont truffées de biais, elles sont entraînées avec des données humaines. Les données humaines sont truffées de biais, parce que les humains sont truffés de biais. Voilà. Alors, le côté positif, c'est qu'on n'a jamais autant parlé de biais que depuis qu'on utilise de l'IA. Ça, c'est quand même positif, alors que les biais existent depuis tout le temps. Dès qu'il y a 3 humains, il y avait déjà un des 3 qui était biaisé, forcément par les 2 autres. La notion de température est un concept intéressant. La notion de température, c'est quand on va générer quelque chose, par exemple un texte, donc c'est une succession de mots enchaînés logiquement par rapport à la question qui est posée. Mais à chaque fois, comme quand on parle, on est tout le temps en train de choisir le bon mot. Le mot que je vais mettre, est-ce que je vais utiliser ce terme ou plutôt celui-ci ou plutôt celui-là. Voilà. La température, ça va être le degré de liberté qu'on va octroyer à l'IA dans sa réponse. Si on met une température très basse, ça va être la plus forte probabilité, on aura tout le temps la même réponse à une question donnée, et ça sera très carré. Si on met une température très élevée, une température totale, on va avoir de l'écriture automatique. Ça va partir dans n'importe quelle direction à chaque fois. Et donc, le but du jeu, c'est de trouver la bonne température de manière à ce qu'il y ait de la diversité dans les réponses, que ça permette d'explorer un petit peu le champ des possibles, d'avoir des réponses différentes si on pose 2 fois la même question, mais que ce ne soit pas trop vaporeux non plus. Alors, la notion de température, on peut l'avoir ou ne pas l'avoir. Si vous allez sur Hugging Face, sur les démonstrateurs que l'on peut trouver, sur des modèles de Mistral ou des choses comme ça, c'est un paramètre auquel on va pouvoir accéder. Si on va sur ChatGPT, c'est un paramètre auquel on ne peut pas accéder. Le contexte, ça c'est quelque chose de très important. C'est, comme pour nous les humains, finalement, c'est assez identique. Quand on va répondre à une question, on est dans un contexte. Le contexte minimal, c'est la question elle-même. Mais le contexte, ça peut être une discussion qu'on a eue avant. Donc le contexte, c'est vraiment la quantité d'informations qui est capable de prendre en entrée un modèle. Donc si vous avez une discussion avec Gemini ou avec ChatGPT, vous posez une question, vous avez une réponse, vous reposez une question, vous reformulez un truc, vous donnez un document en plus, etc. Quand vous allez reposer encore une question, le contexte, c'est tout ce qui est toute la discussion qu'il y aura eu avant. D'accord ? Alors, les modèles, au départ, avaient des contextes qui n'étaient pas très, très grands, qui correspondaient à quelques dizaines, ou éventuellement 150 pages PDF d'un document. Donc, si vous donniez un document de 500 pages, il se rappelait des 100 pages et des 100 dernières pages, quoi, en gros, plus votre question. Parce qu'il n'était pas capable de garder en tête la totalité du contexte. Là, maintenant, les modèles ont fait des progrès colossaux. Et si vous prenez des solutions comme NotebookLM ou ChatGPT, enfin tous maintenant, vous pouvez donner des dizaines, des centaines et des centaines et des centaines de pages. Et, le contexte global sera parfaitement pris en compte, quoi. Mais cette notion de contexte, c'est à prendre en compte en fonction des modèles que vous utilisez. Le fine-tuning, on l'a vu, c'est l'entraînement complémentaire. Alors ça marche aussi pour les petites IA. On a entraîné une IA pour faire reconnaître des lapins et des chats. On pourrait reprendre, donc ça a pris du temps pour l'entraîner. On a fait un modèle, entre guillemets, un premier modèle. Et puis on se dit, finalement, je ne vais pas reconnaître des lapins et des chats, je vais reconnaître des marmottes et puis, je sais pas moi, des fouines. Je vais repartir de ce premier modèle, je vais faire un apprentissage complémentaire. L'intérêt, c'est qu'il y aura besoin de faire un apprentissage complémentaire beaucoup plus simple, parce que, entre une marmotte et un lapin, c'est pas pareil, mais si je suis capable de faire la différence entre un lapin et un chat, c'est pas très très différent que de faire finalement entre une marmotte et une fouine. Et donc avec beaucoup moins de données, et donc un coût très inférieur, on sera capable de parfaire l'entraînement de notre modèle initial. Bon, l'alignement, je ne reviens pas dessus, c'est le processus qui consiste à cadrer notre IA sur des valeurs alors éthiques, officiellement, morales en pratique, encore une fois, parce que c'est très culturel. C'est un des gros problèmes, c'est qu'un ChatGPT ou un Gemini, enfin les gros modèles auxquels on a accès aujourd'hui, soit ils sont alignés sur des valeurs anglo-saxonnes, donc
demander à Grok, l'IA de XAI d'Elon Musk, de dessiner un Mickey avec un couteau ensanglanté, ça ne lui pose aucun problème, ni pour le droit d'auteur, ni pour quoi que ce soit. Par contre, lui demander de dessiner une personne nue, alors là, il y a tous les voyants ça rouge et votre compte est fermé directement. Ça, c'est pas possible. D'accord ? Alors ça, c'est du côté anglo-saxon. Et puis du côté DeepSeek, l'alignement, il est sur la culture chinoise. Et si vous voulez lui parler de la place Tiananmen, évidemment, il ne va pas très bien comprendre la question. Voilà, donc l'alignement est quelque chose de totalement stratégique. Hein. C'est un facteur extrêmement important. Voilà, très rapidement, la question IA versus humain. Que nous reste-t-il, finalement, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une IA est capable de faire qu'un humain n'est pas capable de faire, et inversement? Alors, on va dire que globalement, les processus cognitifs sont globalement les mêmes. C'est très provoquant que de dire ça, mais globalement, dans l'absolu, tout ce qui est capable de faire un humain, une IA devrait être capable de le faire. Elle n'est pas capable de le faire aujourd'hui, mais dans la pratique, en théorie, il n'y a pas vraiment de raison qu'il y ait des différences. On n'a pas un organe, une âme ou un machin ou un truc particulier qu'une IA n'a pas. Les processus cognitifs d'apprentissage sont de manière extrêmement troublante, extrêmement similaires. Et donc, à partir du moment où nous, on est capable d'apprendre quelque chose, ou notre chat ou notre corbeau est capable d'apprendre quelque chose, il n'y a pas de raison qu'une IA ne soit pas capable de le faire. La plupart des domaines réservés aux humains ont sauté par rapport au monde animal. Le rire est le propre de l'homme. Bon, là, il suffit d'avoir un chat chez soi pour s'apercevoir que ce n'est pas vrai. La pensée symbolique, on s'est aperçu que ce n'était pas vrai. Le fait de savoir compter, même les abeilles savent compter, raté aussi. Le langage, l'apprentissage, c'est carbonisé aussi. L'empathie, c'est mort. Enfin bon, voilà, tout c'est à peu près ratatiné dans le monde du vivant. Et du côté de l'IA, c'est à peu près pareil, il n'y a pas vraiment de grosses différences. Alors, il y a des différences aujourd'hui, et on cite en général tout ça. Alors, on va passer en revue. La notion de conscience propre et de compréhension contextuelle. Ça, c'est assez intéressant parce que là, c'est une vraie différence objective. Ce n'est pas une faute de capacité, c'est des problématiques techniques d'apprentissage. Hein. Mais il y a vraiment des choses différentes. La conscience propre, alors après, tout dépend de la définition de la conscience que l'on va prendre, mais si, comme définition de la conscience, c'est notre capacité à percevoir notre environnement notre environnement autour de nous et notre état intérieur, OK. Si on prend cette définition-là, une IA a une forme de conscience puisqu'elle est capable, par exemple, de percevoir les informations sur Internet, etc. Ça n'a rien à voir avec notre conscience. Et je ne parle pas de conscience, je parle de forme de conscience. C'est quelque chose de complètement différent. Mais, OK, une IA n'a pas de conscience comme nous sommes capables de l'avoir, n'a pas la capacité à percevoir, et c'est la compréhension contextuelle, n'a pas la capacité à percevoir l'environnement immédiat. D'un coup d'œil, je suis capable de percevoir une partie de vos émotions, une partie de votre ressenti, en intégrant une quantité énorme d'informations par le son, par le langage non formel. Voilà, on est des capteurs, on est bardé de capteurs, on est ultra efficace là-dessus, et on a développé ces compétences au fil des millénaires, depuis tout le temps, et au fil de notre apprentissage social. On a un apprentissage depuis qu'on est tout petit, où on apprend à mesurer et percevoir les émotions. On a des maladies, il y a des personnes qui ne sont pas capables de percevoir, d'avoir de l'empathie ou de percevoir une émotion chez autrui. Ce sont des maladies, malheureusement. Mais bon, globalement, on est super efficace là-dessus. Et là, on a une supériorité, on a un savoir-faire qu'une IA n'a pas aujourd'hui et n'a objectivement pas du tout, quoi. La compréhension mutuelle, c'est la capacité à intégrer de l'implicite. On est dans un contexte, je sais que je parle à des physiciens, des physiciennes, c'est un élément de contexte très important. Et on a cette capacité, comme ça, à intégrer énormément d'informations. Voilà. Donc ça, c'est vraiment notre force, et là-dessus, c'est notre domaine réservé pour le moment, il n'y a pas de problème. Après, il y a des choses qui sont plus rigolotes. Si on prend l'intuition profonde, alors ça, c'est souvent cité, l'intuition profonde. Oui, mais l'IA n'a pas d'intuition, ou d'intuition profonde. Alors l'intuition, on va dire que si l'intuition, c'est d'être capable de dire, on est en voiture, le GPS nous dit de tourner à gauche, et puis on a une intuition qui nous dit, non, mais je ne sais plus pourquoi, mais ce n'est pas une bonne idée d'aller à gauche. Alors je ne sais plus pourquoi, c'est parce qu'au fond de notre cervelle, on se rappelle qu'on est passé à gauche une fois et qu'il y avait un gros trou, qu'il y a des travaux, qu'il y a un mauvais plan. C'est un chemin de terre au bout, je ne sais pas quoi. Mais on n'arrive pas à retrouver exactement la bonne raison, quoi. C'est enterré au fond dans notre inconscient, mais on n'en est pas loin.
Ok, l'intuition comme ça, pas de problème, d'accord. L'intuition profonde, c'est le GPS qui nous dit faut tourner à gauche, et là, non, je tourne à droite, parce que. Je ne suis pas capable d'expliquer ça, je ne sais même pas pourquoi je pars à droite, mais j'ai décidé que je partirai à droite, et ça, c'est mon intuition profonde, c'est ma supériorité humaine. Alors c'est vachement important, parce que c'est quoi? C'est un pilote d'avion qui poserait l'avion à l'intuition profonde, perso, je ne monte pas, quoi. Voilà. Mais force est de constater que c'est quand même notre caractéristique, c'est quand même une force que l'on a, c'est cette capacité d'intuition profonde de faire fi de ce que nous dit le GPS et de partir à l'aventure. Alors c'est vachement important parce qu'encore une fois, l'image de David Vincent, elle est bonne parce que c'est ce qui nous permet de découvrir le monde aussi, quoi. C'est-à-dire que prendre le risque de se tromper et de faire en sorte de se tromper est quelque chose de super important en apprentissage puisque c'est ce qui nous permet de découvrir de nouvelles choses. Après, encore une fois, pour poser un avion, c'est vraiment pas pratique. Ou alors, pareil pour un chirurgien, perso, je préfère le chirurgien qui n'a pas l'option intuition profonde, quoi. La compréhension émotionnelle, c'est notre capacité à percevoir une émotion chez autrui. C'est une question d'apprentissage. Il y a des travaux aujourd'hui dans le domaine de l'intelligence artificielle pour que des intelligences artificielles soient capables d'avoir cette compétence. Et ça peut avoir un rôle très très important, dans le domaine médical par exemple, d'être capable de percevoir une émotion. Aujourd'hui, ce n'est pas général, c'est dans les laboratoires, ça se développe, il y a des cadres réglementaires autour de tout ça. Voilà, ce n'est pas généralisé, ça c'est clair, mais il n'y a aucune raison qu'une IA ne soit pas capable d'interpréter une intonation de voix, enfin déjà, c'est déjà le cas en laboratoire encore une fois, et donc d'intégrer ces informations-là, quoi. Ce sont des informations comme d'autres que nous on est capable d'intégrer, une IA est parfaitement capable de le faire. Le jugement autonome, ça c'est sympa, c'est que en fait on a notre propre alignement. Et là, c'est comme l'intuition profonde, on est capable de dire, voilà, je change mon alignement. Et c'est comme ça, grâce à ça, qu'on peut avoir des psychopathes qui se font leur propre échelle de valeur, qui n'est pas tout à fait partagée par tout le monde. Voilà. Et ça, on a une capacité à nous dérégler comme ça, à nous désaligner, qui est assez brillante, quoi. Voilà. Donc c'est une grande supériorité que l'on a, qui peut être pratique. Alors, quand on parle de psychopathe, on se doute que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être très positif, mais à l'inverse, quand on est dans un cadre extrêmement rigide, la capacité à nous affranchir d'une règle rigide, absconde, éthiquement indéfendable ou dangereuse, est quelque chose de super important. Une IA, de par son alignement, ça sera extrêmement complexe. Si elle est alignée et qu'elle ne doit pas faire ci, elle ne le fera pas, quoi. Si l'alignement est fait correctement, l'objectif, c'est qu'elle ne le fasse jamais, quoi. Un humain, là-dessus, a une capacité d'autonomie qui est réelle. On pourrait très bien avoir des IA qui ont cette capacité d'autonomie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, depuis Asimov, je ne sais pas si vous connaissez les règles de la robotique d'Asimov, c'est tout le propos d'Asimov. Asimov a écrit les traités, a imaginé les règles de la robotique. En 1940, il n'y avait pas d'informatique. C'est assez extraordinaire quand on réfléchit à la manière dont il a imaginé ça à l'avance, quoi. C'est absolument sidérant, quoi. Et on est typiquement là-dedans. Aujourd'hui, nos IA ont des règles de la robotique et elles ne peuvent pas déroger à ces règles. On pourrait faire autrement, mais ce n'est pas le cas. Enfin, Grok, par exemple, il s'affranchit très bien des règles du droit d'auteur, par exemple. Et puis oui, alors, et la créativité véritable, alors ça c'est ce qu'on nous dit, oui, mais alors la véritable créativité, c'est les humains, c'est pas l'IA. D'accord. Alors déjà, vous remarquerez que quand on parle, vous prenez quelque chose qui fabrique une œuvre, je prends un terme très générique, quand c'est une IA, on parle de génératif. Quand c'est un humain, on parle de créativité. D'accord ? Mais le processus est le même, et le résultat peut être exactement le même. Simplement, culturellement, on n'est absolument pas prêt à accepter qu'une IA puisse faire de la vraie créativité, puisse avoir un statut d'artiste. On n'est d'ailleurs pas capable d'accepter que quelque chose qui est intégralement généré par une IA, d'ailleurs par quelque chose qui est généré par un non-humain de manière générale, puisse avoir un statut d'œuvre artistique. Exemple classique, c'est la photographie, un autoportrait effectué par un gorille il y a quelques années. Et donc un photographe est en train de faire la photographie animalière, il se fait piquer son Nikon ou son Canon, enfin son appareil photo par un gorille. Et puis le gorille, il sauve avec, et puis en jouant avec l'appareil photo, il se prend en photo. Et la photo est démente, c'est une super photo. Et Wikipédia récupère la photo et la publie planétairement parlant, quoi. Le photographe colle un procès à Wikipédia, violation du droit d'auteur. C'est ma photo, c'est mon appareil, c'est ma photo.
Donc il y a eu un procès à l'américaine, quoi. Et en fait, il a été débouté. Parce que c'est pas lui qui avait fait la photo, c'est le gorille. Et le gorille, il n'y a pas de droit d'auteur pour le gorille. Il n'a pas de droit, il a pas de droit, il a pas de droit d'auteur. Il peut pas avoir un droit d'auteur dessus. C'est pas un humain, pas de droit d'auteur. Voilà. Donc une IA aujourd'hui, en toute indépendance, en toute autonomie, génère une œuvre, génère une photo, oui, on va dire une œuvre, ne peut pas avoir de droit d'auteur dessus. Voilà. Dans les cadres réglementaires aujourd'hui, majoritairement sur la planète, c'est pas possible. Et intellectuellement, on n'est absolument pas prêt à ce qu'on puisse parler de créativité pour une IA. Et ça, c'est quelque chose qui va nécessairement changer, parce que déjà, les processus cognitifs sont, encore une fois, très proches. Aujourd'hui, on n'est plus capable, le fameux test de Turing, où on a quelqu'un derrière un rideau, il faut savoir si c'est une IA ou si c'est un humain, on n'est pas capable de faire la différence entre les deux. Ça, c'est plié. Alors ici, on pose une question directe, évidemment, hein, mais sur une discussion commune, on n'est pas capable de faire une différence entre les deux. Et si vous prenez des photos générées, ben non plus. Vous prenez des vidéos générées, des photos générées, du texte généré, il n'y a aucun moyen de savoir si c'est généré par une IA ou par un humain. Voilà. Si on vous vend un produit, une solution, un logiciel qui vous fait ça, c'est faux. On n'est pas capable de le faire. Voilà. Il peut y avoir des tests statistiques qui vont marcher sur 3 cas particuliers pendant 2 mois, mais c'est anecdotique. Il n'y a pas de capacité, c'est pas possible, on ne peut pas faire la différence. Voilà. Après, pour nous humains, on peut se consoler en se disant oui, mais c'est moi que j'ai fait le prompt, etc., donc je suis quand même l'artiste. Oui, pourquoi pas, pas de problème. Voilà. Je vois qu'il est déjà 11h10. On avait jusqu'à écart, c'est ça? Voilà. Bon, ça tombe bien. Voilà. Ah oui, pardon pour les questions. On va arrêter là de toute façon parce que je suis arrivé au bout. Oui, le dernier truc, c'est comment travailler avec une IA. Et là, c'est relativement simple. C'est comme quand on travaille avec un collaborateur. Hein, c'est-à-dire que la première question à se poser, c'est est-ce que c'est pertinent en termes de sécurité des données qu'on va utiliser et en termes de coût carbone qu'il va y avoir derrière. Ensuite, être capable d'exprimer ce que l'on veut. Comme quand on travaille avec quelqu'un, hein, ou déléguer une tâche, il faut être capable de formuler correctement ce que vous attendez en termes de forme et de fond. Et puis surtout, être capable d'évaluer le résultat derrière. Nos élèves, nos étudiants, ils vont poser la question, mais est-ce qu'ils sont capables d'évaluer la pertinence du résultat? Est-ce qu'ils ont la compétence pour évaluer le résultat qui va être fourni? C'est ça, c'est un élément clé, quoi. Voilà. Bon, et après, il y a plein de problèmes derrière, mais ça, c'était l'histoire du procès. Voilà, je vous remercie.